Olivier Véran dit on va arriver, on va maintenir nos objectifs. Il y aura 1 million de personnes vaccinées d'ici à la fin du mois de janvier, entre 2,4 et 4 millions de personnes d'ici à fin février. Vous faites confiance au gouvernement et au ministère de la Santé sur ces questions-là? Relativement peu, non. Enfin, j'ai de bonnes raisons d'imaginer ou d'appréhender qu'il puisse, de la part du gouvernement, y avoir de nouveau à la fois des faiblesses, si ce n'est parfois des mensonges, ou même de l'incompétence. Ce que je regrette, si vous voulez, je ne vais pas revenir sur c'est un fiasco, voilà, bon, je pense qu'on a suffisamment fait le bilan de ça. Ce que je regrette, si vous voulez, c'est que dès le départ, le gouvernement ne se soit pas davantage appuyé sur les collectivités territoriales. Pour la logistique, j'entends. Parce qu'on a bien vu qu'au moment du début de la crise, notamment sur les masques, sur les respirateurs, la plupart du temps, les régions, les départements, les villes ont été beaucoup plus efficaces, beaucoup plus réactives dans la mise en place logistique, la commande. Et je vois là des petits calculs politiciens et le fait de ne pas vouloir évidemment valoriser de fait des présidents de région qui auraient pu être de droite et donc évidemment se faire un peu mousser avec la mise en place de cette logistique. Et je trouve que vu les circonstances, il aurait été souhaitable qu'on mette un peu de côté ces logiques politiciennes et puis qu'on cherche l'efficacité, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie remise en cause de cette espèce de bureaucratie centralisée extrêmement complexe dans le domaine sanitaire, dont on voit bien qu'elle est pas au niveau, quoi. Donc, ça aurait été intéressant que le Grenelle de la santé qu'avait lancé le gouvernement ne s'arrête pas à l'augmentation légitime d'ailleurs des revenus de certains soignants, mais aille au bout de la logique en disant on va peut-être remettre à plat le système et son organisation et son fonctionnement et le poids de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est d'abord une crise hospitalière. Et une crise même de l'hôpital public, j'ai envie de dire. Donc c'est pour moi ça le sujet central. Et j'ai pas vu, si vous voulez, des réponses ou en tout cas une vision à moyen terme pour répondre à ces problèmes structurels. Et sur le vaccin en lui-même, alors vous êtes très jeune, donc vous avez le... Très jeune, c'est flatteur, merci. On ne vous proposera pas avant longtemps, oui. Probablement la fin du printemps, d'être vacciné. Mais je crois, sur RTL, vous disiez que vous vouliez attendre un peu. Non, je disais que j'avais pas le souhait, de me vacciner pour l'instant. Mais en raison de votre âge et de votre état de santé ou parce que vous avez un doute? Déjà, en effet, moi je fais pas partie des personnes à risque. Ouais. D'autant plus que j'ai envie, j'ai pas le souhait de me précipiter sur un vaccin alors qu'il a été développé. Je vous le dis franchement, je pense que je suis comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que je suis pas extrêmement rassurée. Je dois le dire franchement, il a été quand même développé. On n'a même pas passé la phase 3 des tests. Il a été développé dans un temps record avec des procédures dérogatoires. Donc oui, forcément, que ce soit pour moi ou pour ma fille, je pense avoir des inquiétudes ou en tout cas des doutes légitimes. Et je précise, moi j'ai fait tous mes vaccins obligatoires, ma fille a fait ses 11 vaccins obligatoires, donc je suis pas dans une logique anti-vax comme on dit maintenant. Non, vous êtes comme effectivement beaucoup de Français, de moins en moins, puisqu'on voit que les chiffres ont évolué. Très bien, mais chacun est libre. Vous dites quoi? Vous dites que vous... ce serait bien que chacun reste libre. Parce que manifestement, ce ne sera pas le cas. C'est-à-dire c'est-à-dire que la vaccination obligatoire avec le fameux passeport vaccinal qui avait fait polémique juste avant, on en avait parlé avec notre centre de recherche à l'école juste avant les vacances de Noël, est quelque chose qui n'est pas enterré, simplement reporté d'après le gouvernement. Donc cette hypothèse de vouloir contraindre toute la population à se vacciner, de fait, reste dans les tuyaux. Et l'Union européenne, d'ailleurs, s'est proposée en faveur de cela. Et ce qui me surprend, ce que je ne comprends pas dans la logique, c'est que si vous êtes une personne à risque, ou vous vous sentez à risque et que vous souhaitez vous faire vacciner, pourquoi imposer aux autres de l'être aussi? Parce que si vous êtes vacciné, si j'ai bien compris la logique, c'est que vous êtes censé être protégé. Bien sûr. Mais la réalité, parce qu'il faut quand même le dire, et ça, une fois de plus, je m'en tiens qu'à des déclarations officielles, c'est que j'ai peur qu'il y ait une forme de mensonge de la part des autorités en expliquant que finalement, le vaccin va être la solution miracle. Parce que de ce que je lis, des déclarations de Pfizer et même du gouvernement, c'est qu'on ne sait pas si ce vaccin va être immunisant plus de 3 mois. On ne sait pas si les personnes qui sont vaccinées sont encore contagieuses ou pas. On ne sait pas, alors à l'exception manifestement pour le variant anglais c'est le cas, mais si vraiment il va être efficace sur toutes les formes de variants. Donc moi ce qui me fait un peu peur, si vous voulez, c'est que si les gens veulent se vacciner, parfait, qu'on puisse leur donner les moyens de le faire. Mais c'est quoi votre inquiétude? Vous dites on n'a pas assez de recul, par exemple? Vous voudriez plus de temps? Expliquez. Non, mon inquiétude, en fait, c'est que j'ai peur qu'en expliquant qu'à travers le vaccin, on va régler tous les problèmes et qu'une fois que tout le monde sera vacciné, finalement, on va sortir de la crise. Je souhaiterais que ce soit le cas, mais de ce que je vois, de ce qu'on sait aujourd'hui de ce vaccin, j'ai un peu peur qu'on aille un peu au-delà
des espoirs qui sont aujourd'hui portés sur ce vaccin. C'est simplement ça. Voilà. Donc du coup, d'où la nécessité, à mon avis, d'essayer aussi de ne pas uniquement s'en remettre à la stratégie vaccinale, mais de reprendre la vie, moyennant évidemment des contrôles aux frontières, y compris intra-euro, moyennant des jauges, des précautions, des protocoles, mais de sortir de l'univers mental dans lequel aujourd'hui on est, qui est celui de la précaution absolue. Mais parce qu'on n'a rien de mieux pour l'instant. Et oui, d'accord, mais... je veux dire, pour l'instant, aujourd'hui, c'est ce qui est le plus efficace à l'évidence. Sur les restrictions... Et vous disiez, pardon, je voudrais juste faire une rectification, vous disiez qu'il n'y avait pas eu de phase 3, il y a eu une phase 3. J'ai lu qu'on était encore dans une démarche de phase 3, puisqu'en fait on teste... Et pour ce qui concerne le recul, visiblement ce n'était pas ce qui vous préoccupait le plus, mais je rappelle que les premières personnes à être vaccinées, ça remonte à juin dernier. Ah oui, d'accord, sachant que pour des milliers de développer personnes. Un vaccin, il faut 10 ans, et là on a mis 8 mois. Très bien, oui, ça fait 3 mois, d'accord. C'est parce qu'il y avait de l'argent? Non mais... Parce qu'on a mis beaucoup de moyens? Je dis pas... Non, parce qu'il y a énormément de malades. C'est aussi une des raisons. Je ne veux pas être l'avocat, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des raisons objectives qui expliquent pourquoi ça a été aussi rapide. Que les choses soient dites, je ne remets pas en cause la nécessité d'avoir développé ce vaccin rapidement, je ne remets pas en cause le souhait de certains de vouloir se vacciner. Une fois de plus, moi je suis pour la liberté, et je suis d'ailleurs pour qu'on permette aux gens qui veulent se vacciner de se vacciner efficacement, d'où le fait que je critique la logistique. Ce que je veux dire, pour revenir aux restrictions, parce qu'en fait je parlais de ça quand je vous ai dit ça, c'est que on prend des décisions en disant on n'a pas le choix, d'accord, mais par exemple le couvre-feu généralisé, dans les départements où il a été mis en place de manière anticipée, je pense notamment dans les Alpes-Maritimes, il n'y a pas eu d'amélioration notable sur les chiffres d'hospitalisation, qui d'ailleurs au passage sont biaisés, on y reviendra peut-être. Mais du coup, je veux dire, moi je veux bien qu'on généralise une décision qui va avoir des effets sociaux et des effets économiques désastreux, mais qu'au moins on ait la certitude de leur efficacité, ça n'est même pas le cas. Donc moi j'ai quand même un peu le sentiment d'un gouvernement, si vous voulez, qui prend des décisions un peu spectaculaires, parce que il veut donner le sentiment d'agir et qu'il est un peu dépassé, mais au détriment d'un équilibre nécessaire entre d'un côté la prévention sanitaire et de l'autre quand même la survie économique et la survie sociale. Vous contestez les fermetures actuelles, c'est-à-dire oui. Le monde culturel? Oui. Les restaurants aussi? Oui, je vais vous dire pourquoi, pour une raison très simple. Et d'ailleurs, dans un secteur aussi qui est le mien aujourd'hui, qui est celui de l'enseignement supérieur avec l'ICEP, on est en train de sacrifier toute une génération. Je veux dire, ces étudiants vont vers l'échec assuré. Si tant est qu'on leur donne leur année, parce que c'est ce qui va se passer, ils vont être complètement dépassés l'année d'après. Il y a des états, regardez les rapports des syndicats étudiants, des états psychologiques désastreux, des situations sociales dramatiques. Il y a même eu des tentatives de suicide, des étudiants qui ont perdu leur petit boulot. Enfin, je veux dire, à un moment donné, l'empathie, elle doit être générale. Et je pense qu'on ne peut pas mettre en compétition, d'un côté, la préservation absolument nécessaire et légitime des personnes à risque, et de l'autre, ne pas tenir compte, si vous voulez, de l'état social de ces étudiants, de ces artisans, de ces restaurateurs. Donc moi, je vous le dis franchement, je regarde... Mais en Irlande, par exemple, début décembre, la réouverture des pubs, des restaurants a provoqué une flambée tragique de l'épidémie, au point que d'ailleurs tout a été reconfiné, y compris les écoles. Alors moi j'ai qu'un problème avec ça, si vous voulez, c'est que quand on regarde, une fois de plus, je suis pas médecin, je suis pas une spécialiste, je m'en tiens que aux articles que je lis de la presse mainstream, comme on dit, ou des publications officielles. Ce qui est un peu étonnant, si vous voulez, c'est qu'on voit bien que quand on prend sur un temps donné, la courbe du virus dans les différents pays, quelles que soient finalement les décisions prises, est globalement à peu près la même. Et pourquoi je vous dis tout à l'heure, il y a quand même une question sur les chiffres. Une fois de plus, c'est pas moi qui l'ai sorti de mon chapeau, c'est un article de Nice Matin. On va pas l'accuser d'être complotiste. Ils ont comparé les chiffres d'hospitalisation de Santé publique France avec les chiffres d'hospitalisation du terrain, du CHU. On va du simple au triple. Du simple au triple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eux, ils l'expliquent très bien. C'est pas moi, c'est eux, ils l'expliquent. Ils disent, en fait, quand une personne rentre à l'hôpital avec une pathologie quelconque, c'est-à-dire, je sais pas, un problème cardiaque, et qu'ensuite il est testé positif au Covid, parce que tous les gens qui rentrent sont de toute façon testés, il est mis en Covid, même s'il n'a pas de symptômes. Toutes les personnes qui sont aujourd'hui... Les chiffres sont gonflés, pardon les chiffres couper, mais vous dites biaisés. C'est-à-dire qu'ils sont biaisés. Par exemple, dans les stats de Santé publique France, toutes les personnes qui sont en EHPAD testées positives, même si elles ne sont pas hospitalisées, même si elles n'ont pas de symptômes, sont mises en hospitalisation Covid. Donc il y a manifestement une manière de calculer qui, entre la réalité des services de réanimation qui peuvent être tendus, parfois c'est vrai, dans certains départements, mais je vous rappelle que c'est la situation tous les ans. Donc vous dites on en fait trop. Tous les résumer, ans. Non, mais moi, ce que je dis, c'est que je veux qu'on regarde les choses de manière dépassionnée et objective. Aujourd'hui, on est à peu près à 2700 personnes en réanimation.
ça fait moins de 30 personnes, si on ramène ça par département au niveau métropolitain, sur une population de 67 millions d'habitants, je dis... Admettons. J'essaie de suivre votre raisonnement. Mais enfin, qui a intérêt? Ça favorise. Non, mais m'emmenez pas sur le truc du complot. Je ne parle pas de complot, j'essaie juste de comprendre la finalité de votre raisonnement. Non, mais c'est pas un intérêt. Je pense que c'est un univers mental. C'est-à-dire que c'est des politiques qui, sous la pression d'ailleurs, souvent parfois de l'OMS, ou par mimétisme vis-à-vis des autres pays, ou par l'inquiétude de se voir reprocher de ne pas en faire assez, ou la gestion de leur risque pénal, comme avait dit, je sais plus, Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, voilà, prennent des décisions sans recul scientifique, avec un conseil scientifique qui d'ailleurs lui-même n'est pas composé majoritairement de scientifiques, faut quand même le rappeler, et qu'il y a la facilité de dire, bon, je prends le risque zéro en mettant des contraintes très fortes, même si je suis pas sûre de leur efficacité, puis je distribue des chèques à tout va, puisque de toute façon les largesses de la BCE me permettent de le faire, et bon an mal an, on tient comme ça, parce que c'est la position finalement de facilité, de consensus mou. Voilà, je trouve que moi, cette solution de facilité, elle est désastreuse et que le remède sera pire que le mal. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'on se reverra dans 6 mois et qu'on dira « Madame Maréchal, vous avez dit n'importe quoi peut-être, mais quand je regarde ce qui se passe depuis 1 an, je me dis le problème, c'est que des variants, il y en aura tous les 2 mois. Non mais parce que si on raisonne comme ça, dans 2 mois, on aura un variant sud-africain, un variant argentin. Donc en fait, on n'en sortira jamais, si vous voulez. Je voudrais juste préciser, alors c'est pas un argument, c'est juste un constat, que une écrasante majorité de Français soutient le gouvernement dans les politiques de restriction, dans les politiques de... On l'a vu pour le couvre-feu à 18h, par exemple. Ce sont des mesures qui sont finalement assez populaires, difficiles à vivre, mais assez populaires, parce qu'il y a quand même une inquiétude que vous ne semblez pas partager, une inquiétude très forte dans l'opinion autour de ce virus. Je sens que vous n'avez pas peur. J'ai des inquiétudes comme tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de raison garder, et je pense que le rôle, une fois de plus, ce qui n'est pas d'ailleurs ma position aujourd'hui, mais le rôle du politique, c'est d'être capable d'avoir une vision globale de la société et de tenir compte de tous les acteurs pour garder un équilibre entre la recherche de l'ordre public et de l'autre, la préservation des libertés et la préservation de l'harmonie de la société et de son équilibre. J'ai le sentiment aujourd'hui que les politiques ne se mettent pas dans cette posture-là, mais qui sont dans une logique et un couloir purement médico-sanitaire et qu'ils ont du mal à prendre en compte le reste. Après, je vais vous dire franchement, que la population française soit potentiellement en accord et que moi je suis en désaccord, pour moi c'est pas un argument, et tant pis si je suis minoritaire. Je vous parlais pas d'argument, je disais que c'était un constat. C'était un constat. Peut-être. Il y a une photographie de l'opinion à l'instant qui montre qu'elle adhère plutôt... Je serai minoritaire. Non mais encore une fois, je voulais juste vous le signaler.